Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. À l'issue d'une assemblée générale, ce jeudi, les avocats du barreau de Port-au-Prince ont procédé à la levée provisoire de l'arrêt de prestations judiciaires après 2 mois de protestation. Les justiciables peuvent désormais réclamer du service. Les Petro Challengers appliquent une nouvelle formule dans leur mouvement visant à réclamer des redditions de comptes. À partir de ce jeudi, ils élisent domicile devant les locaux de la Cour supérieure des comptes. Lancement d'une série d'opérations policières visant la sécurité des populations de la zone métropolitaine durant les fêtes de fin d'année. Maché.io est une initiative de la Direction départementale de l'Ouest de la PNH. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Le financement par l'État des partis politiques a commencé il y a 12 mois. À date, aucun des partis concernés n'a remis de rapport de dépenses. Personne ne sait comment ces fonds ont été utilisés. Et parallèlement, aucun autre versement n'a été effectué par l'État depuis le premier. Pour des explications sur cet état de fait, nous avons avec nous ce soir l'ancien responsable du comité de suivi pour le financement des partis politiques, M. Mathias Pierre. Bonsoir, M. Mathias Pierre. Et bonsoir, et je salue tous les auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Donc, Monsieur Pierre, je viens de dire que, en fait, il n'y a eu qu'un seul versement par l'État pour les partis, qu'aucun des partis politiques n'a remis de rapport d'utilisation des fonds qu'ils ont reçus, et il n'y a pas eu d'autres versements faits par l'État. Comment pouvez-vous expliquer cet état de fait? Bon, en fait, le rapport était clair. Notre travail, d'abord, il fallait faire un premier versement et 3 mois ont été versés aux partis politiques. Et je rappelle que le 30 novembre dernier, c'était la date de la remise du rapport et le 22 janvier, c'était la date où les premiers chèques sont sortis. Effectivement, il y a eu un décaissement de 3 mois pour les 58 partis politiques, dont je crois 47 partis ont reçu leur chèque. Mais il y avait aussi une autre recommandation assez importante. Pourquoi? C'est parce que l'on savait très bien que la loi, il fallait remettre des rapports tous les 3 mois et il fallait aussi remettre un rapport à la fin de l'année fiscale. Donc, on avait bien pris soin de demander à l'État haïtien, à travers un arrêté présidentiel, de créer une instance que nous appelons le CRIP, le Centre pour le renforcement et l'institutionnalisation des partis politiques, qui devrait normalement servir d'interface entre l'État haïtien et les partis politiques pour s'assurer du rapport, pour s'assurer aussi du processus d'institutionnalisation des partis politiques. Et je dois vous dire que depuis, cet arrêté présidentiel n'a pas été publié. Et dans le rapport, il y a un projet d'arrêté qui a été préparé par le comité, qui a été soumis aux instances exécutives et gouvernementales. Et je crois aussi, et tout récemment, et les changements qu'il y a au niveau du gouvernement, une copie de ce projet d'arrêté a été transmise au cabinet du PM sur sa requête à travers un membre de son parti qui est M. Georges Jean-Baptiste. Il y a aussi une copie de ce projet d'arrêté qui a été transmis au chef du cabinet, le nouveau chef du cabinet du président, M. Nahom Edorville, sur aussi la requête du président de la République. Donc nous espérons que cet arrêté présidentiel pourra être publié
qui est un préalable à tout autre chèque, certainement un préalable à tout autre rapport. Donc, je dois dire honnêtement que les partis politiques ne sont pas tout à fait en tort parce qu'ils savaient pertinemment qu'il fallait une institution d'interface et cette institution d'interface devait être créée par arrêté présidentiel et nous attendons la publication de cet arrêté présidentiel. Donc, vous êtes en train de nous dire que finalement les torts sont partagés. Bon, je suppose, je ne dis pas de tort, nous avons quand même un pays où tout le monde est lent et les décisions sont très lentes à venir et moi et le comité, nous avions fait tout ce qu'il fallait. Rencontre avec l'ancien chef du cabinet du président, rencontre avec le ministre de la Justice actuel, qui est le ministre de tutelle sur la question des partis politiques, je parle de M. Ali, et un projet de cet arrêté a été transmis au ministre, et je crois, depuis juin dernier. Ça veut dire que les dispositions ont été prises au niveau du comité, non seulement pour remettre un rapport, publier ce rapport dont une copie vous a été envoyée, et certainement s'assurer que les démarches soient entreprises pour que, effectivement, le financement des partis continue, mais continue avec l'institutionnalisation des partis politiques. Parce que les partis politiques ont des normes à respecter par rapport à le local que le parti devrait se constituer, la base de données sur les membres que les partis devraient se constituer, les congrès qui devraient être utilisés. Donc il y avait un ensemble de choses que les partis politiques devraient faire et l'État de son côté devrait créer cette facilité et la création de cette entité. Et je rappelle que le CRIP, quand même, c'est une entité qui est composée de 7 membres dans un conseil que l'on pourrait appeler un conseil d'orientation, 4 représentants de partis politiques qui ont été déjà sélectionnés à travers le COSFIP, le comité, pour pouvoir faire partie de ce comité, un représentant du président de la République, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, chacun avec leur représentant, pour pouvoir constituer ce comité, un directeur général qui puisse s'assurer que le centre fonctionne et le centre fait son travail, qui est d'encadrer les partis politiques pour la mise en place de leur structure, mais les encadrer aussi pour rendre compte. Donc je ne pense pas aujourd'hui que les torts sont tout à fait du côté des partis politiques, mais surtout de la lenteur administrative de la machine étatique. Oui, c'est ce que j'essayais de dire quand je parlais de torts partagés. Les partis ont leurs torts, l'exécutif a ses torts pour n'avoir pas mis sur pied cette interface dont vous parlez, mais il n'en reste pas moins que dès le début, dès la réception de leur premier chèque, les partis politiques savaient que dans un délai de 3 mois, ils auraient à remettre un rapport, qu'il y ait ou non une loi. Des partis avec lesquels j'ai eu des contacts, les rapports sont là. Mais où soumettre les rapports, à qui soumettre les rapports, qui va traiter les rapports, c'était exactement ça que l'on prévoyait. Maintenant, certains croient que ce premier rapport devrait être à la Cour supérieure des comptes. Je dis non, c'est pas ce qui est prévu dans la loi. La loi prévoit un rapport tous les 3 mois qui doit aller à cette instance et le ministère des Finances et certainement un bilan financier à la fin de l'année fiscale, comme toute institution étatique ou non étatique, devrait avoir un bilan financier et ce bilan devrait aussi aller, mais cette fois, à la Cour supérieure des comptes et des contentieux administratifs. Donc, si j'ai bien compris, vous venez de me dire qu'il y a un certain nombre de partis qui se sont acquittés de leur devoir, à savoir que leur rapport est prêt, mais ne sachant pas vraiment à qui l'adresser, ils les ont gardés dans leur tiroir. Je suis presque sûr de ce que je vous dis à partir des échanges. Quand même, je reçois des appels, même quand le comité n'est plus fonctionnel depuis la remise des chèques. Mais je reçois des appels et il y a des échanges constants avec les partis politiques. Maintenant, je sais qu'il y a une volonté au niveau du pouvoir exécutif et pour pouvoir faire avancer les choses. Maintenant, il est dans le camp du gouvernement de prendre les dispositions pour que cet arrêté présidentiel soit prêt
et que cet arrêté soit publié dans le meilleur délai possible pour faire avancer le processus. Et pour que le financement des partis puisse recommencer comme ça avait été dit au départ. Et effectivement, et parce que j'ai vu déjà dans le budget et le projet de budget qui a été soumis au Parlement, et des prévisions qui ont été faites pour la continuation du financement des partis politiques, qui est une bonne chose. Certainement, le budget précédent n'a pas été liquidé tout à fait, parce qu'en fait, il y a eu 250 millions de gouttes de votés, et je ne sais pas exactement quel montant qu'on a eu dans le budget rectificatif, et seulement 146 millions ont été décaissés pour les partis politiques. Donc, en fait, il ne s'agit même pas d'un problème de budget, il s'agit surtout de la lenteur et de la machine à décider pour avancer les choses. Bon, alors écoutez, Monsieur Mathias Pierre, je pense que le mieux serait que nous prenions un autre rendez-vous à partir du moment où cette machine se sera remise en route, et à ce moment-là, nous pourrons faire un bilan un peu plus précis, un peu plus détaillé de la manière dont les partis politiques utilisent ces fonds et de voir si ça va continuer. Donc, on reprend rendez-vous pour très bientôt. Merci, et ça a été un plaisir, et je pense que je serai toujours à la disposition de Télémétropole pour échanger avec les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci encore. Merci infiniment, Monsieur Mathias Pierre. Je rappelle que vous êtes l'ancien responsable ou coordonnateur du comité de suivi pour le financement des partis politiques, et que vous nous avez expliqué pourquoi la machine s'était un petit peu enrayée ces derniers temps. Merci et bonne fin de soirée. Merci. C'est moi qui travaille BUH à boss. Non, monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BUH ça. Merci! Allons BUH ça. Depuis là, bon produit, c'est que c'est équipement qui fait gol. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle catapus. Qu'on y a me sentir plus en sécurité. Kaido boss. Avec un service à la clientèle qui a une bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui trace sous la balle et un Mastercard qui fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait une bonne santé. À part qu'à manger pour contour. Blédine a fait céréales Blédine avec l'aide Blédine la croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part qu'on dessine, bravo! Blédine céréales avec Blédine la croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Levée provisoire de l'arrêt de prestation judiciaire des avocats du barreau de Port-au-Prince. La décision a été adoptée ce jeudi lors d'une assemblée générale du Conseil de l'Ordre des avocats après plus de 2 mois de protestation. Cependant, le Conseil de l'Ordre promet de continuer à accompagner les hommes de loi victimes afin de traduire les policiers fautifs par devant la justice. Le bâtonnier AI, maître Paul Rachel Cadet, invite les justiciables à réclamer dûment des services auprès des tribunaux. Tout avocat qui connaît, je dis à toute l'Assemblée générale, il était venu en grand nombre, vous l'avez remarqué, et nous te compte c'était de point à l'ordre du jour là, c'était lever de l'arrêt de prestation, lever de l'arrêt de prestation judiciaire, et que nous t'ai proposé au vote. Et nous voyons que tu as gagné des réticences sur la levée définitive. Et selon l'Assemblée générale, là, nous avons fait modification. Nous avons accepté que c'était levé de l'arrêt de prestation de service de prestation judiciaire provisoirement. Donc c'est à cela que nous avons été. Et enfin, ça t'a fait joué une opinion tout avocat présent. Et à l'unanimité, on a voté pour l'ensemble des propositions de résolution. Je dis à nous capables de dire pour tout le monde que le tribunal est repris. Alors les activités du tribunal sont reprises et que le barreau de Port-au-Prince est là
pour servir comme d'habitude tous les justiciables avec la présence continue des avocats qui seront là pour ceux-là qui ont besoin du service judiciaire. Dossier Petro-Caribé. À partir de ce jeudi, les Petro-Challengers établissent leur quartier général devant les locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Peu nombreux, les jeunes ont installé des tentes à l'entrée de l'institution, bloquant ainsi la circulation. Baptisé « Nous Papes Domi », ce mouvement qui durera 3 jours vise à attirer l'attention de la Cour supérieure sur la nécessité de présenter son rapport en janvier comme prévu. Pièces de théâtre, chants, projections, entre autres activités prévues dans le cadre de ce mouvement, des Petro-Challengers expliquent le sens de leur démarche. Nous avons annoncé à partir de jeudi 20 et pour 21-22, nous avons 3 jours que nous-mêmes Petro-Challengers avons fait stable devant le Cour des comptes. C'est la notable quartier général, nous avons besoin, c'est là où nous avons. Mais pour faire face à ce soleil, là, on éventuel la trier, nous avons érigé des tentes. C'est ça l'idée, et puis pour nous continuer avec la programmation que tout le monde connaît. Tant, si il y a la pluie, si il y a le soleil, et puis c'est là, à pied. Si je suis fatigué, j'ai besoin de ce repos. Donc, on peut des comptes, ils jouent un rôle bien spécial dans ce qui a un rapport avec question contrôle dans les affaires d'administration publique là. Et surtout dans le cadre du mouvement Petro-Caribé Challenger, là, nous avons fait classer lui, nous avons un rendez-vous après 4 mois privé. En janvier a presque arrivé là, que donc nous voulons accompagner, nous faire sentir nous là, nous pas dormir, j'ai un mouvement relais que nous là, nous pas veillé, nous pas contrôlé pour éviter gens ouais sorti l'être là pour dire mauvais grain que péché fait travail mais présence nous quand même plus rassurer, c'est ça l'idée et dans ce sens ça nous prend décision pour nous faire 2 nuits, 3 jours là, à soir, demain soir et puis samedi pour nous casser temps aller à notre activité nous et pour nous continuer avec agenda nous gagnons dans le cadre mouvement Petro-Caribé Challenger. La police nationale d'Haïti lance une série d'opérations pour améliorer le climat sécuritaire durant les fêtes de fin d'année dans la zone métropolitaine notamment. Maché.io est une initiative de la Direction départementale de l'Ouest de la PNH qui a déjà donné des résultats. La Direction générale a mis sur pied une task force constituée de plusieurs unités pour renforcer la présence policière dans les rues. L'inspecteur Gary Desrosiers a rencontré la presse ce jeudi. Ensemble de armes que nous voyons là, c'est des armes qui saisies dans le cadre d'opération marché prend yo que la direction départementale la mettait pour qu'il soit capable justement permettre que des zones pacifiées et arrêter des bandits. Les armes sont saisies dans des endroits différents. Les entrées justement dans disposition que au niveau de la direction départementale de l'Ouest prend pour permettre que fin d'année et tout le monde capable de vaquer librement dans l'activité. Et disposition c'est visibilité policière à travers les rues, renforcer présence policière dans l'axe routier, aéroport, boîte de nuit, également centre commercial et collecter un ensemble d'informations et qui est capable de conduire nous tout à des opérations, développer tout avec établissements commerciaux, une proximité à travers la police communautaire et également tout réguler circulation parce que généralement dans l'époque ça y a un pile blocus, en pile bouchon un peu partout et circulation justement impliquée dans et cadre et disposition ça que au niveau des prend. Également, on a sécurisé le marché public, comparaissance, hôtel et également local station radio. Et on a réalisé tout des patrouilles pédestres, qui donc patrouilles à pied et motorisées, et il y a un pile patrouille véhicule, et un pile patrouille véhicule au niveau de la police, qui est éparpillé à travers la zone métropolitaine. Également, on a effectué tout des fouilles véhicules et on a demandé justement et chauffeurs et également passagers autour et pour collaborer dans ce sens pour la police capable mieux et garantir sécurité. Le sénateur Karl Murat-Cantave a présenté une nouvelle fois sa proposition de loi sur la couverture universelle en santé.
Un texte qui prescrit que tous les Haïtiens, sans exception aucune, doivent bénéficier de soins de santé à l'aide d'une carte d'assurance. Ce document, déposé au Parlement, doit encore subir des modifications avant d'être voté, souligne le législateur Karl Murat-Cantave. Loi, c'est une loi couverture universelle de la santé qui dit que chaque monde supposé gagner une carte d'assurance. Il y a deux schémas, il y a un schéma contributif, il y a un schéma non contributif. Le schéma contributif, tous ceux-là qui travaillent doivent contribuer à travers les assurances pour avoir une carte d'assurance. Il y a un schéma non contributif, tous ceux-là qui ne travaillent pas, eh bien, moun sa yo, y a gagné pour que justement, yo bénéficier de une caisse que le FONASA, le Fonds national d'appui à la santé, qui c'est épine dorsale, secteur non contributif là, qui permet que nous prenions en charge moun sa yo si que pas contribuer. Et dans les 10 premières années, nous allons commencer avec les handicapés, les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans, les chômeurs en situation de responsabilité, les gens du 3e âge, les élèves et les étudiants. Nous, les femmes enceintes, nous allons commencer avec ces couches vulnérables pour que justement nous arrivions à permettre que les gens qui ont les moyens aient accès à la santé. Et après 10 ans, nous allons faire une extension, je dirais, de couverture là, à tout le monde pour que nous arrivions à augmenter le taux de pénétration assurantielle qui est actuellement de l'ordre de 3%. Nous avons avec nous ce soir le docteur Franz Large, ophtalmologue, et qui a commencé il y a longtemps et qui continue encore aujourd'hui une lutte contre les ravages de la cécité en Haïti. Il était avec nous ce soir pour nous parler d'un livre qu'il vient de sortir, un livre, disons, à teneur littéraire, poétique, de la prose poétique, et dont il est venu faire la promotion. Bonsoir, docteur Large. Bonsoir, mon cher. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Et encore une fois, n'est-ce pas, et bonjour à tout le personnel de Radio Métropole, à Richard, n'est-ce pas, toute l'équipe. Et puis, évidemment, aux nombreux téléspectateurs de cette intéressante chaîne de télévision. Docteur Large, ce recueil de presque 90 pages s'intitule Déchirure. Oui. Pourquoi déchirure? Mais déchirure parce que nous, les Haïtiens, nous sommes des êtres déchirés. Tu sais, et on a fait toute une histoire, n'est-ce pas, pleine de déchirures. Notre indépendance, c'est une déchirure. Et il n'y avait pas le choix. Et moi, je dois dire, n'est-ce pas, en tant qu'Haïtien, bon, Jacques Mélien, mais Haïtien avant tout, je ressens depuis ma naissance cette déchirure. Et là, dans ce livre, vous allez voir et ce que signifie une enfance, n'est-ce pas, dans le carcan du valériste, le carcan, n'est-ce pas, de cette dictature, et où on a peur. Il y a un poème là-dedans, on a dit que, bon, écoutez, c'est la terreur absolue, la peur même des murs, même la peur de parler, la peur même de penser, n'est-ce pas? Et je crois que cette déchirure initiale marque. Et c'est comme une espèce, je crois, de morsure au fer rouge qui vous poursuit à travers toute votre existence. Et à travers tout ça, vous avez, n'est-ce pas, évidemment, tous ces espoirs, toutes ces flambées d'espoir qui commencent. Et chaque fois qu'on a l'impression que ça va se concrétiser, qu'on va sortir du gouffre, qu'on va émerger, là, immédiatement, n'est-ce pas, comme une espèce de, n'est-ce pas, dans Don Juan, n'est-ce pas, le commandeur qui vient et puis on entend sa voix là, et puis boum, et puis, n'est-ce pas, tout retourne. C'est comme cette malédiction, n'est-ce pas, qui continue. Mais là, je dois vous dire que quand même, je pense comme Camus, comme l'homme révolté, n'est-ce pas, qu'il faut dire non à tout ça. Et c'est la raison pour laquelle précisément nous venons avec ces déchirures qui ne sont pas uniquement un constat, n'est-ce pas, d'une espèce d'inexorable fatalité, mais également un cri d'espoir, un chant, et je dis même plus d'espoir, de certitude. On va s'en sortir quelque part. Et quelque part, dans tout ce que nous retraçons à travers notre existence personnelle, je peux dire que c'est pratiquement la déchirure d'une nation qui se retrace. Très bien, docteur Large. J'ai cru voir dans l'introduction que ceci est votre premier
recueil poétique. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Bon, les cicatrices n'étaient pas encore suffisamment... refermées, voilà, et elles ne le sont pas jusqu'à présent. Bon, j'ai fait paraître un autre ouvrage, mais à caractère médical. C'est La santé des enfants de Port-au-Prince, qui a été traduit en 6 langues. Mais pour ce qui est effectivement du niveau littéraire, bon, j'ai écrit beaucoup de textes et dans les journaux, tout ça et tout. Et à un certain moment, il y a mon ami et docteur Griffin, ami de longue date à Jacmel, qui me dit, écoute Franz, écoute, il faut laisser quelque chose. Tu vois. Et je me souviens toujours d'un épisode, n'est-ce pas, de la vie de Louis XIV, où l'affaire des poisons, et on lui rapporte, n'est-ce pas, parmi les accusés de la célèbre affaire des poisons, sa propre maîtresse, la marquise de Montespan, était impliquée. On lui dit, mais écoutez, vous savez, il y a Jean Racine qui est impliqué également. Et puis il dit à Larénie, le lieutenant de police, écoutez, touchez à tout le monde, mais touchez pas à Jean Racine. Parce que lorsqu'on aura oublié les noms de toutes mes victoires, on se souviendra des pierres de Jean Racine. Et c'est vrai. Racine restera. Et c'est la raison pour laquelle, bon, écoutez, le docteur Loge travaille un petit peu à droite, à gauche, nous faisons, n'est-ce pas, et boussons un peu partout, mais je pense qu'on se souviendra, en toute modestie, n'est-ce pas, de ces déchirures. Très bien. Bon, malheureusement, vous savez, le temps est un petit peu compté. Est-ce que vous voudriez choisir des poèmes de votre texte et nous en faire la lecture, histoire d'allécher le chaland? Oui, bon, c'est ça. Et je vais commencer, n'est-ce pas, par un poème que j'ai écrit pour une personne qui nous est très chère et qui malheureusement est décédée depuis 2 mois. C'est l'une des femmes les plus extraordinaires que j'ai jamais connues. C'est la fille de Thomas Desulmé, qui est l'un des Haïtiens les plus extraordinaires que j'ai jamais connus également. Et elle s'appelle Marie-Josée, une femme très belle, ancienne mannequin en Espagne et tout, mais beaucoup plus que belle. Et qui malheureusement nous a quittés il y a de cela 2 mois. Je te regarde t'éclipser, silhouette triste dans le noir, silhouette noire dans la nuit. Je te regarde seul et sombre, comme une feuille sur la branche, virevoltante de mes songes, comme une vague sur la mer rouleuse de mes insomnies. Les millions d'étoiles du soir te font une guirlande d'or, comme des médailles d'espoir, tes yeux voyagent dans la nuit. Et moi, de te voir plus lointaine que le soleil sombre qui luit sur le désert nu de mes peines, sur l'océan de mes ennuis. Je m'enfuis, trébuche et chancelle. Et je tempête et je maudis la lune qui te fait si belle, et le ciel bleu qui te sourit, et cette mer qui me harcèle, et le carcan de cette nuit, qui étouffe mon cœur rebelle, et le fardeau de cette vie, si lente, si nue, si cruelle, qui, un à un, s'en fait martèle, les clous noirs de mon agonie. Main tremblante et longue de femme, mais qui glisse douce et sans bruit, ce soir, tu déchires mon âme au frisson de tes doigts de nuit. Donc c'est dédié à Marie-Josée. Merci, docteur Large. Vous êtes venu nous dire également qu'il y aura une vente signature. Pouvez-vous donner... Une vente signature qui va se faire dimanche. Ce dimanche, 23 décembre, et au local de la galerie Festival Art de Marie-Alice Théard, que je crois que beaucoup de nos téléspectateurs connaissent, qui se trouve à la rue Mailly. Et bon, ceux qui ne la connaissent pas, je crois qu'il faut longer, n'est-ce pas, le côté de l'église Saint-Pierre par la façade, mais enfin, la partie perpendiculaire à la façade, et la première rue à droite, on entre, c'est la rue Mailly, c'est au bout de la rue Mailly, bon, en face des Fleurs aussi, si on veut. Et à quelle heure? Ça commence à 11h du matin, et ce qui est important, c'est que le prix de vente, c'est 1000 gourdes, mais le profit, tout le profit sera consacré à mon cheval de bataille, à ceux qui vraiment systématisent toute mon existence, c'est le combat contre la cécité. Très bien. La lutte, n'est-ce pas, pour permettre le fruit de la vente ira à votre
C'est une association, j'imagine? Bon, voilà. Je suis le représentant pour l'ophtalmologie, n'est-ce pas, du Lyon Club en Haïti et Sideford Assesseur. Mais on travaille également avec beaucoup d'autres associations, comme la Société haïtienne d'aide aux aveugles, la ONAP, n'est-ce pas, parce qu'actuellement, on travaille, n'est-ce pas, avec l'éducation. Demain, par exemple, je suis dans l'Artibonite, le matin au Gonaïve, l'après-midi à la petite rivière de l'Artibonite. On va essayer de structurer un petit peu le combat et contre la cécité dans les écoles. Et n'est-ce pas, il y a beaucoup de problèmes des yeux dans les écoles. Donc là, je dois vous dire que si vous achetez ce livre, et vous allez vous faire plusieurs cadeaux. D'une part, vous allez vous faire cadeau à vous-même, parce que, n'est-ce pas, sans faire trop de vantardise, c'est un très bon livre. Vous allez vraiment aimer ce recueil. Vous allez faire cadeau aux gens que vous aimez. Je crois que c'est un très beau cadeau pour la fête de Noël, n'est-ce pas, votre girlfriend, votre épouse, vos parents. Et par-dessus tout, vous allez faire cadeau à ces milliers, ces centaines de milliers, peut-être même millions de frères et sœurs qui risquent un jour d'être aveugles. Docteur Large, merci infiniment d'être passé nous voir ici à Métropole. Je rappelle que vous venez de produire ce livre qui s'appelle Déchirure, qui est un livre très personnel, presque autobiographique, si j'ai bien compris, et dont tout le profit des ventes ira à la lutte contre la prévention. La lutte pour la prévention de la cécité. Pardon, oui, pour la prévention, la campagne de prévention de la cécité en Haïti. Vente signature demain dimanche à partir de 11h chez Marie-Alice Théard, en haut de la rue Magnier à Pétionville, à partir de 11h du matin. Merci. Et puis joyeux Noël. Et joyeux Noël à toi, à Richard, à l'équipe, et puis à tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Merci d'être passé nous voir. Bonne fin de soirée. À toi également. Osman chéri, qui côté vous serez kobo à l'équilibre? Moi-même, ma commère, pas qu'un pile cash sur moi encore. Moi, mettez tout comme moi sous Ticat Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tour? Ah, chérie, pourquoi ouvert canet Unibank tout côté par ou avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, moi pense que ça fait des pile. Ma commère, pas petit temps. Parce que ouais, moi-même journée aujourd'hui, moi j'ai 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. Unibank tout côté. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imwensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imwensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imwensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. Passez voir les nouvelles génératrices Imwensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. Dans l'international, la décision choc de Donald Trump de retirer les troupes américaines de Syrie a provoqué la plus grande inquiétude. Pour le président américain, la guerre contre l'État islamique en Syrie est gagnée et les soldats américains doivent retourner au bercail. Un point de vue qui est loin d'être partagé par le reste de la communauté internationale. Inquiétude générale après la décision choc de Donald Trump de retirer les troupes américaines de Syrie. Pour le président américain, la guerre contre l'État islamique en Syrie est gagnée. Un point de vue loin d'être partagé par le reste de la communauté internationale. Donald Trump, en annonçant ce retrait, a surpris même au sein de son propre gouvernement et de son armée. Le président russe Vladimir Poutine, lui, pour l'instant, joue l'incrédule.
En ce qui concerne le retrait des troupes américaines, je ne sais pas. Les États-Unis sont présents en Afghanistan depuis 17 ans et disent chaque année qu'ils se retirent. Mais ils sont toujours présents là-bas. Côté européen, on estime que la menace djihadiste en Syrie est loin d'être éteinte. C'est l'avis du gouvernement français qui annonce qu'il va maintenir ses 1000 soldats sur place. La lutte contre le terrorisme n'est pas terminée. Elle a fait des grands progrès. C'est vrai qu'on a beaucoup avancé en Syrie, dans la coalition. Mais ce combat, il continue. Nous continuerons à le mener. Avec le retrait américain, c'est un rapport de force très défavorable à Israël qui pourrait se développer en Syrie. Nous continuerons d'agir en Syrie pour contrer les efforts de l'Iran de s'ancrer militairement contre nous. Nous n'allons pas réduire nos efforts, nous allons augmenter nos efforts. Les autres perdants de la nouvelle donne syrienne, si tant est que ce retrait américain se concrétise réellement, ce sont les Kurdes, jusqu'à présent forts du soutien américain face à la Turquie dans le nord de la Syrie. Ils ont manifesté leur désarroi devant une base américaine en Syrie ce jeudi. Le président russe Vladimir Poutine a tenu ce 20 décembre sa conférence de presse annuelle. Un rendez-vous au cours duquel le locataire du Kremlin est passé à pieds joints sur les grands dossiers internationaux. Répondant à une question sur la crise ukrainienne, Vladimir Poutine a parlé de provocation délibérée de la part de son homologue Petro Porochenko dans le cadre de sa campagne électorale. Vladimir Poutine tenait ce jeudi sa conférence de presse annuelle, un rendez-vous lors duquel le président russe a balayé les grands dossiers internationaux. Il a répondu aux questions de notre correspondante sur les tensions entre Kiev et Moscou. L'ONU a adopté une résolution sur la militarisation par la Russie de la mer d'Azov, de la Crimée et d'une partie de la mer Noire. Après ce qui est arrivé aux navires ukrainiens dans le détroit de Kertch, il a été rapporté que la Russie fournissait des équipements militaires à la Crimée. Pourquoi la Russie veut-elle des renforts militaires en Crimée et la Russie est-elle prête à déclarer l'ensemble de la zone maritime comme son territoire ? C'était une provocation délibérée dans le cadre de la campagne électorale de M. Porochenko. Comme nous l'avons déjà dit dans les médias, nous avons donné l'ordre d'avoir accès au journal de bord. Et celui-ci mentionnait de passer clandestinement. Qu'est-ce que ça veut dire clandestinement? Sans la coopération des commandants, personne ne le saura. Et ceux qui mènent le bal à Kiev, qui donnent le ton, parlent du fait qu'ils sont prêts à faire sauter le pont. Nous ne pouvons pas permettre que cela arrive. Quant au statut de la mer d'Azov, nous avons un traité depuis 2003 et il précise que la zone côtière de 5 km, qui ne se base pas sur les normes internationales de 12 000 marins, mais ces 5 km à compter de la côte sont les eaux territoriales de l'État, qu'il s'agisse de la Russie ou de l'Ukraine. Et le reste de la mer est commun aux deux pays. Et lorsque nos pêcheurs ont été arrêtés, ils l'ont été dans ces eaux neutres. Ils n'entraient pas dans les eaux territoriales. Et ils sont toujours détenus, y compris le capitaine. Et Euronews n'en parle pas, comme si c'était monnaie courante. Il en va de même pour les autres marins, y compris l'équipage d'un cargo. Toute l'équipe est détenue quelque part et personne n'en parle. Nous sommes prêts à respecter nos accords et nous ne prenons aucune mesure unilatérale. Поэтому мы готовы придерживаться этих договоренностей и не объявлять никаких односторонних действий. Voilà, c'est tout pour l'actualité nationale et internationale. Vous allez pouvoir suivre maintenant Métrosport avec Grégory. Merci Serge, salut à tous et bienvenue dans la rubrique sportive. NBA saison régulière en souffrance depuis le début de saison, au point d'émarger à l'avant-dernière place de la conférence Ouest. Le Jazz s'est offert mercredi le scalp des champions en titre. Au terme de match serré, mais maîtrisé de bout en bout, Utah s'est en effet imposé 108-103. Stephen Curry a pourtant terminé avec 32 points au compteur et Kevin Durant suivi avec 30 unités. Mais le Jazz a pu s'appuyer sur un collectif plus équilibré. Et si Joe Ingles a été le plus prolifique avec 20 points, Rudy Gobert a été le plus en vue avec 17 points à 6 sur 12, 15 rebonds et 4 contres. De quoi faire oublier le vilain 5 sur 26 de Donovan Mitchell.
Record de 3 points pour les Rockets. C'est littéralement une pluie de paniers extérieurs qui s'est abattue sur les Wizards. 26 au total. 26, un record NBA. Les Rockets ont fait parler la poudre et ils ont donc effacé des tablettes les Cavaliers qui en avaient inscrit 25 contre les Hawks en mars 2017. Houston a surfé sur cette performance collective pour battre Washington assez nettement, 136-118, leur 5e victoire de rang. Ironie de l'histoire, c'est Michael Carter Williams, d'ordinaire piètre shooter, qui a planté l'ultime panier, primé pour battre le record à 31 secondes de la fin de la partie. En grande forme, James Harden s'en est évidemment donné à cœur joie avec 35 points à 10 sur 18 au tir, dont 6 sur 11 à 3 points. Mais Chris Paul n'a pas été en reste avec 21 points à 7 sur 11 et Clint Capela a suivi avec 20 points et 12 rebonds. De quoi rendre bien 20 les 28 points de Bradley Beal ou les 18 points, 12 passes de John Wall. Dans les autres matchs, les Hornets se sont imposés sur les Cavaliers 110-99. Les Sixers ont battu les Knicks 131-109. Défaite du Magic contre les Spurs 90-129. Victoire des Raptors contre les Pacers 99-96. Défaite des Celtics face aux Suns 103-111. Défaite des Bulls face aux Nets 93-96. Victoire des Bucks contre les Pelicans 123-115. Défaite des Timberwolves contre les Pistons 123-129. Victoire des Trail Blazers contre les Grizzlies 99-92. Et puis défaite des Kings contre les Thunder 113-132. Football Ligue des Champions, le plus beau but de la phase de poule pour un joueur du Barça. L'UEFA a annoncé ce jeudi le nom de celui qui a inscrit le plus beau but de la phase de poule. Et il s'agit d'Ivan Rakitic, auteur du deuxième but catalan lors de la victoire du Barça à Wembley face à Tottenham début octobre 4-2. Le milieu de terrain croate avait trompé Hugo Lloris d'une somptueuse demi-volée de l'extérieur de la surface. Le défenseur central Jason Murillo, 26 ans, un match en Liga cette saison, va débarquer au FC Barcelone. Mundo Deportivo annonce un accord entre le club catalan et le FC Barcelone pour le prêt de l'international colombien jusqu'à la fin de la saison. L'arrivée d'un élément à ce poste était désirée par l'entraîneur Ernesto Valverde en raison de l'incertitude qui plane concernant la condition physique de Samuel Umtiti, gêné par des problèmes au genou depuis le début de la saison et de la nouvelle blessure de Thomas Vermaelen, définitivement acheté 12 millions d'euros l'été dernier à l'Inter Milan. Murillo ne fait pas partie des plans de Marcelino depuis le début de l'exercice. Malgré la nomination d'Ole Gunnar Solskjaer en tant qu'intérimaire, Manchester United recherche bien un entraîneur de renom pour faire oublier José Mourinho. Selon The Telegraph, cela ne fait aucun doute, Mauricio Pochettino est la priorité absolue. Le média britannique précise que le manager de Tottenham est bien la seule et unique piste crédible exploitée par les dirigeants des Red Devils, prêts à débourser les 37 millions d'euros réclamés par le président des Spurs, Daniel Levy, afin de racheter le bail de l'Argentin qui expire en juin 2023. C'est la fin de cette rubrique. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une autre sortie. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.